Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo preview du chapitre 1179 de One Piece. On va tout simplement parler du prochain chapitre, que va faire Imu, quels sont ses pouvoirs, quelle est l'identité de Imu, pourquoi le demi-reversi n'a pas fonctionné sur Luffy et Loki, et enfin, qui a attaqué la Terre Sainte. C'est parti! Imu a subi une vraie humiliation et comme c'est un personnage fier, il devrait vouloir prendre sa revanche. Il pourrait revenir en personne parce que faut libérer Gonko et Killingam, récupérer la puissance des géants d'Elbaf et annuler l'alliance Nika-Nidog. Imu l'a dit dans le précédent chapitre, cette bataille aura un impact majeur pour le monde. Le Domi est inefficace, le gouvernement doit donc à l'aide de sa puissance faire tomber deux créatures divines, les deux ailes d'Ayanko, les géants d'Elbaf et Ratatosk, la créature qui a protégé le fruit tant défendu d'Elbaf pendant des siècles. Imu veut posséder Elbaf et non le détruire. Donc, je pense pas qu'elle va utiliser l'arme antique Uranus, je pense qu'elle pourrait l'utiliser qu'en cas de dernier recours, si Imu ne peut vraiment pas les soumettre par la force. En tout cas, s'il vient, l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut affronter Loki sans Sanzoan, parce que Loki a dit qu'il a utilisé trop longtemps. Faut pas oublier que Loki a aussi été mortellement blessé par Shamrock, et que son fruit semble lui prendre beaucoup d'énergie. Donc, il devrait être vraiment affaibli, ce qui pourrait donner un énorme avantage pour Imu. Donc, je vois bien Imu mettre en difficulté Loki et Luffy au prochain chapitre. Mais avant de parler en détail de la puissance de Imu, on va évoquer son identité. Parce que là, il y a de grandes chances pour que Imu nous dévoile son visage. Les infos qu'on a sur l'identité de Im, c'est que c'est un homme, parce que les chevaliers parlent de Im comme un homme. Ils disent plusieurs fois le seigneur, le souverain. Je verrais bien Imu avoir un lien familial ou de sang avec un personnage de One Piece. Ce serait intéressant et ça apporterait plus de lore au monde de One Piece. Je me dis qu'on nous a pas encore révélé son visage parce que il a un lien familial avec un personnage connu. La majorité des personnages puissants et importants ont des liens familiaux. Luffy avec Dragon et Garp, Shanks avec Garling, Barbe Noire avec Zebek. Donc, pourquoi pas Imu? Et il y a une première question que je me pose sur Imu, c'est pourquoi, en tant que roi du monde, Im n'a aucune descendance connue? Pourquoi il n'y a pas de Nerona présent en tant que chevalier ou à un poste important au sein du GM? Je trouve que c'est très bizarre. Je pense qu'on a trois options. Soit la tribu de Im, les Nerona, ont été assassinés durant l'une des deux premières guerres, mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'après ça, Imu aurait pu prendre plusieurs femmes et relancer la lignée Nerona, ou une hypothèse que je trouve plus intéressante, c'est que Im a assassiné les membres de sa tribu pour que personne ne revendique le trône. Imu aurait pu compter sur la lignée Nerona durant les deux premières batailles, mais à la fin, quand ils ont gagné, il a pu les tuer pour devenir le roi du monde éternellement sans que personne puisse revendiquer le trône. Et on peut avoir aussi des Nerona cachés à Marie-Joise, préservés par Imu pour la bataille finale. Mais dans tous les cas, je pense qu'on a une bonne piste à explorer avec l'absence de descendance et de Nerona pour l'instant. Si Imu a exterminé son propre clan pour rester au pouvoir, on pourrait avoir, comme pour tous les clans de One Piece, comme les Boucaniers, Devi et Lunariens, quelques descendants. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je pense que c'est le dieu de la terre. Imu connaît Nidog. Nidog devrait avoir affronté Nika au premier monde parce que Nika est le dieu soleil dans la mythologie d'Elbaf et que le combat Nidog-Nika est un combat légendaire dans l'histoire d'Elbaf. On a vu dans ma dernière vidéo qu'il y a peu de chances pour que Davy Jones soit le premier dieu de la terre parce que Xebec l'admirait. Or, le dieu de la terre du premier monde a littéralement détruit le monde. Ce serait vraiment bizarre que Xebec admire un homme qui a détruit le premier monde. Et en plus, Vegapunk dit que le premier homme à avoir été appelé pirate, c'est Joy Boy. Or, Davy Jones était aussi un pirate. Au niveau des pouvoirs actuels de Im, elle peut transformer des personnages en démons, prendre la possession des corps, on l'a compris, Im est un démon. Ses Gorosei sont des yokai, Imu devrait donc être une créature démoniaque. On a par exemple les yokai, les oni, mais ce qui serait selon moi le plus intéressant, c'est que le fruit de Imu n'existe pas dans notre mythologie. Comme pour le fruit de Nika, ça laisserait l'auteur totalement libre pour pouvoir attribuer les pouvoirs qu'il souhaite sans que ça pose aucun problème.
Pour mieux comprendre les dieux de One Piece, on va prendre le cas de Luffy. Il incarne le dieu soleil parce qu'il va un jour libérer le monde, qui actuellement est dominé par les ténèbres de Imu. Imu, il incarne le dieu de la terre parce qu'il domine le monde depuis au moins 800 ans. C'est le roi du monde qui a absolument tout sur terre, puissance, richesse, pouvoir, donc il peut totalement incarner le dieu de la terre parce que c'est tout simplement le grand dominant de la terre. Ryuma est le dieu des lames. D'après la légende, il a battu un dragon et il a protégé Wano durant son âge d'or. Ryuma était le meilleur épéiste au monde, donc là dans ce cas-là, on a un dieu qui a des capacités en lien avec sa divinité. Est-ce que ça va être le cas pour Imu? C'est ce qu'on va voir. Dans la mythologie, la majorité des dieux de la terre ont un pouvoir en lien avec la terre. On a par exemple Geb, Gaïa, Terra, etc., etc. Geb peut manipuler la terre et créer des tremblements de terre. Gaïa peut faire pousser des plantes, arbres et engendrer des créatures de la terre. Imu pourrait donc, en tant que dieu de la terre, avoir ses pouvoirs. Même si il n'est pas obligé d'avoir ce type de pouvoir parce qu'on a le cas Loki. Le dernier dieu présenté dans le monde de One Piece est Nidhogg. C'est une divinité protectrice d'Elbaf, mais qui dans la mythologie provoque le chaos en attaquant Yggdrasil. Donc Nidhogg, dans le monde de One Piece, n'incarne pas ce qu'il est dans la mythologie. Et ça peut totalement s'appliquer à Imu, qui pourrait avoir un fruit qui, par essence dans la mythologie, ne lui correspondrait pas. Imu a le demi-reversi, il a tenté sur Luffy et Loki, ça n'a pas marché, donc normalement le demi ne devrait pas fonctionner sur les utilisateurs de fruits, mais ce qui est bizarre c'est que si ça ne marche pas sur les utilisateurs de fruits, pourquoi Imu l'a quand même tenté? Im règne sur le monde depuis au moins 800 ans, donc il devrait connaître parfaitement son pouvoir. S'il a quand même tenté la technique, c'est qu'il pensait que le demi pouvait quand même marcher sur eux. Donc je pense que le demi peut marcher sur les utilisateurs de fruits, du coup à n'importe quel lieu, parce que même si Luffy n'est pas sur son île natale, Imu a tenté le demi-reversi. Encore une fois, on a plusieurs possibilités, mais il y en a une que j'aime bien. C'est que le demi fonctionne sur les personnages qui ont peur. Un peu comme le pouvoir de Big Mom. Et pour le coup, on peut penser que Xebec avait peur pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'a pas osé affronter Im à Marie-Joise. Et la deuxième raison, c'est que le demi a marché sur Xebec au moment où Imu a dit qu'il allait utiliser Harald. En connaissant la naïveté gigantesque de Harald, Xebec a pu perdre totalement espoir et sombrer dans la peur et le désespoir. Et on prend aussi le cas de Dory, quand il a subi le demi-reversi, il venait de perdre son bras. Donc là encore une fois, on a un personnage qui a subi le demi et qui pouvait aussi avoir peur. Que fait le diable et les démons? Ils utilisent la ruse et la manipulation, donc c'est un pouvoir qui irait parfaitement à Imu. Cette attaque arrive juste après le discours de Vegapunk qui affirme que le monde va plonger sous l'eau à cause d'une arme antique. Donc les personnes qui sont venues ont pu tout simplement essayer de voler l'arme antique Uranus ou le Mother Flame. Un indice intéressant pour savoir qui est venu sur la Terre Sainte, c'est les dégâts causés par l'attaque. On voit que le château principal n'a pas été détruit, donc ça exclut quasiment l'hypothèse que ce soit Barbe Noire, parce que avec son Goura, il aurait pu au moins détruire une partie du château. En plus, Barbe Noire souhaite devenir le roi de la ruche, donc ce serait bizarre qu'il attaque Marie-Joise, à moins que Imu n'a pas accepté son deal, qui est de libérer Garp en échange du titre de roi de la ruche. Il y a aussi Shiki qui prépare un plan depuis 20 ans. Le souci c'est que le fruit de Shiki est destructeur. Avec son fruit, il aurait pu au moins détruire la moitié de Marie-Joise. Avec Garp et Sengoku, ils ont littéralement détruit la moitié de Marineford. Pour ce qui est des humains, c'est très compliqué parce que faut arriver jusqu'à Marie-Joise, il y a une certaine distance à parcourir et il faut surtout monter jusqu'à Marie-Joise. Donc des personnages lambda ne sont pas censés pouvoir grimper jusqu'à Marie-Joise. Donc je m'attends à un vrai groupe de puissants personnages. Le souci avec les révolutionnaires, c'est juste scénaristique. Ils ont déjà attaqué la Terre Sainte pendant la rêverie, ce qui fait que c'est un peu répétitif. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas cohérent, mais c'est un peu prévisible, comme le Domi. C'est bien une fois, mais une deuxième fois, c'est un peu relou. Donc
Donc je pense à un groupe anti-gouvernement. Ça va vous surprendre, je pense à la Cross Guild. Ce serait complètement fou et inattendu, mais je me dis qu'ils ont plusieurs raisons de bouger. La première, c'est Crocodile, qui cherchait Pluton. Il a pu comprendre que l'arme antique utilisée sur Lulusia était celle du GM. Et en plus, les membres de la Cross Guild qui recherchent le One Piece ont pu se dire qu'un poneglyphe était présent à Marie-Joise. Le GM domine le monde depuis 800 ans, donc ils ont pu penser qu'il y a un poneglyphe présent à Marie-Joise. C'est le territoire le plus sécurisé et important du monde, donc c'est pas déconnant. Même si il y a la phrase de Mihawk qui dit qu'il ne veut pas s'en prendre à des empereurs, ce qui veut dire que Mihawk et Crocodile sont de base pas trop chauds pour affronter les plus puissants combattants au monde, mais il y a aussi son ambition avec Crocodile qui est de fonder Utopia. Crocodile, comme je l'ai dit, veut Pluton, Baggy veut le One Piece, donc pourquoi pas une infiltration avec comme nouveau membre de la Cross Guild Gecko Moria. Perona l'a libéré de la ruche et il devrait normalement rejoindre la Cross Guild. Moria devrait avoir une grosse prime sur sa tête. Le GM a essayé de le tuer à Marineford. Perona a créé de vrais liens avec Mihawk et Crocodile est un vrai stratège qui a pu inviter Moria. Par contre, si Moria a rejoint la Cross Guild, ils n'attaqueront pas Wano pour récupérer Pluton parce que Moria est un Kozuki. Donc voilà, pour Crocodile, s'il veut vraiment récupérer une arme antique, il reste Uranus ou Poséidon. Baggy est un chercheur, il s'y connaît en intrusion. Le mec a consacré sa vie dans la chasse au trésor. Il a toujours cherché le trésor du Capitaine John, donc pourquoi pas pour les membres de la Cross Guild une intrusion à la Xebec ou révolutionnaire.